Donc là, est-ce qu'on aide vraiment par rapport justement à cette situation de dépendance, et quand l'ONG part, que se passe-t-il après? Donc il y a la question du temps. Est-ce que l'ONG peut partir, puisque du coup elle n'a pas répondu aux besoins, enfin elle a répondu aux besoins d'urgence, mais derrière, est-ce qu'elle a permis une réhabilitation de l'économie? Est-ce qu'elle n'a pas eu un effet un petit peu pervers, au contraire? Deuxième problème par rapport à l'évaluation, on a parlé des groupes vulnérables. Aujourd'hui, les groupes vulnérables à Mitrovica ne sont peut-être pas ceux qu'on attend. En tout cas, ceux qu'on comprendrait de loin. On s'attend à ce que ce soit les Serbes. Bon, déjà, les petites minorités, personne n'en a jamais parlé. Donc, il y a des Goranes, il y a des Ashkali, il y a des Roms. Les Roms ont été particulièrement maltraités à Mitrovica, comme dans l'ensemble des villes du Kosovo et même de Bosnie-Herzégovine et de Croatie. Mais actuellement, en France, une très grande partie des demandeurs d'asile est composée, à peu près à 50% des demandes, est composée d'Albanais du Kosovo. Donc, ce qui étonne énormément les acteurs de ce droit d'asile, en fait, parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi. Tout simplement, il y a des tensions qui ressortent actuellement entre différentes branches, je dirais, politiques, de cette majorité albanaise du Kosovo, et les personnes qui sont discriminées ne sont pas forcément celles qui vont être aidées. Donc au Kosovo, on a la loi du Kanun, cette Vedanta, œil pour œil, dent pour dent, qui s'applique entre Albanais et qui du coup, a vulnérabilisé des personnes qui, sur place, n'ont vraiment, pour le coup, aucune aide, puisqu'ils font partie de la majorité qui est censée avoir une certaine sécurité, puisqu'ils ont un gouvernement, etc. Donc, pour un peu conclure, oui, par rapport également à la typologie entre ville-refuge, ville-cible, c'est pareil, là on pourrait la voir également à l'échelle du quartier. Un quartier peut être un refuge pour quelqu'un parce qu'il appartient à telle communauté et que le quartier est défendu par une milice qui est de sa communauté, comme il peut être vraiment un quartier très insécurisé pour cette personne. Donc il y a toute cette complexité et ce jeu d'échelle qui se fait à chaque fois et qui pose la question de savoir quels sont les outils qui sont mis à disposition des humanitaires avant même leur intervention, qui peut-être expliquer que parfois il y a des soucis par rapport à l'évaluation de la demande des populations. Et du coup, le fait de devoir composer sur place, en fait. Merci. Pour en finir avec ce chapitre sur l'évaluation des besoins, d'être à l'écoute des populations, peut-être quelques réactions aussi dans la salle. Nous avons Benoît Miribel de Action contre la faim, Michel Brugière de MDM, Philippe Chabas, Sandrine Chopin. C'est pas pour désigner plus spécifiquement des personnes, mais puisque vous avez aussi beaucoup d'expérience de terrain, n'hésitez pas à nous faire part de vos réflexions. C'est très interactif. Merci. Oui, Jacques Enzi, UNICEF. Moi, ce qui m'a frappé... Un micro, on va vous donner un micro, Jacques. Ce qui m'a frappé, bien sûr tout particulièrement à Port-au-Prince, c'est la difficulté de gestion de l'espace urbain. C'est-à-dire que les humanitaires et les instances communales n'ont pas réussi à canaliser les réfugiés, enfin les déplacés, sur des espaces ad hoc. Et j'avais vu à peu près la même chose lors du tremblement de terre au Pakistan, au nord du Pakistan, où une nouvelle ville avait été développée, et cette nouvelle ville n'a jamais réussi à attirer la population de... C'était... Je ne me souviens plus du nom de la ville qui avait été détruite, mais enfin, vous voyez, c'était au Cachemire pakistanais. C'était aussi un peu le problème à Banda Aceh. Donc, dans tous ces cas où il y a un problème, quelquefois même de cadastre, et non seulement d'espace, on se sent très désarmé et on voit très bien qu'on n'a pas de procédure dans ce cadre-là. Ça pose la question du chapitre qu'on peut ouvrir sur la réponse humanitaire et de montrer en fait que peut-être la réponse du champ humanitaire, elle est évidemment, comme on le disait tout à l'heure, c'est Pierre qui disait ça tout à l'heure, au milieu de beaucoup d'acteurs qui sont des acteurs étatiques, territoriaux, locaux, et que la marge humanitaire est réduite. Je pense que François veut répondre spécifiquement à Jacques Enzi. Oui, je veux répondre. Alors peut-être qu'il faut se poser la question, puisque ça ne marche pas dans tant d'exemples, c'est peut-être que ce n'est pas la bonne réponse.
Et qu'en effet, systématiquement, on voit quand on analyse des réponses humanitaires dans lesquelles on veut déplacer des gens, pour les meilleures des raisons, on va leur offrir plus de services, etc. On va leur offrir de la place, etc. Ça ne marche pas. Parce qu'en fait, les gens sont attachés à leur endroit. Les gens, il y a des tas de logiques économiques, sociales, parfois même religieuses, parfois même, c'est là où les mânes des ancêtres sont enterrés. Et la réponse de vouloir déplacer les gens pour les mettre dans d'autres endroits où, soi-disant, on pourra leur offrir un meilleur futur, ça ne marche pas. C'est une réponse que je dirais qui est une réponse qui est souvent bureaucratique ou technocratique. C'est ce que l'armée américaine a fait en Haïti en créant Camp Corail. Et Camp Corail, c'est une abjection humaine, c'est une abjection économique. C'est un endroit dans lequel les gens se sentent dans une impasse totale. Et donc voilà. En général, les gens, quand ils peuvent, préfèrent retourner d'où ils viennent, préfèrent retrouver une place dans un endroit où ils ont des marques économiques. Et que donc tout le gros enjeu, c'est de voir comment on joue ça pour le plus grand nombre. Et puis après, il restera peut-être quelques éléments qui n'arrivent pas à trouver leur place. Donc on est actuellement sur une grosse étude sur le foncier en Haïti, et c'est très intéressant parce qu'on s'aperçoit que la proposition classique des acteurs occidentaux par rapport à ce problème de foncier, c'est de faire du cadastre. Mais quand on creuse un peu, il y a eu tout un travail auquel on a été associé, on se rend compte que c'est une fausse bonne réponse. Parce que si on cadastre Port-au-Prince, d'abord, on ne donnera de droit de possession et de construire qu'à une minorité de gens, dont d'ailleurs une grande partie sont à Miami, Toronto ou Paris, qu'une grande partie de la terre n'a jamais été cadastrée et n'est pas cadastrable parce que c'est de la terre qui a été donnée il y a 40 ans à des anciens macoutes qui sont maintenant partis, qui ont accepté que leur gardien s'y installe et qu'éventuellement leur gardien a loué des parcelles dans lesquelles les gens ont construit des maisons qui leur appartiennent mais la parcelle ne leur appartient pas. Et qu'on se trouve devant des mécaniques sociales dans lesquelles la réponse cadastre, je dirais à la française, ne marche pas. Ce n'est pas anodin d'ailleurs qu'une des propositions de la France à Haïti a été de mettre en place un cadastre, et au bout de 3 mois ou 4 mois, ils sont revenus à dire que ce n'est pas la bonne approche. Il faut rentrer sur d'autres approches, qui sont les énumérations participatives, qui sont le contrôle social qui permettra en triangulant, en disant voilà, cette personne, ça fait en effet 20 ans ou 10 ans qu'elle a construit une maison là, cette personne-là, et ça fait 5 ans qu'elle loue le premier étage de cette maison et retrouver non pas un droit de propriété, mais un droit d'usage, et que ça ne se cadastre pas dans nos méthodes classiques. Donc typiquement, il faut là encore changer nos lunettes, changer nos paradigmes, et rentrer dans un contexte comme Haïti sur quels sont les principes structurants de l'accès à l'usage du bâti. Soit par location, soit par construction, sur des terres qui appartiennent ou n'appartiennent pas. Et voilà, et comment tout ça devient héritable. Donc il y a des tas de complexités que notre bonne recette du cadastre peut peut-être en fait créer beaucoup plus de problèmes qu'autre chose. Et c'est là où, là encore, il faut innover, il faut être à l'écoute, faut, avant d'avoir une solution, déjà assurer qu'on a fait un élément de diagnostic. C'est intéressant parce que les ONG actuellement au Port-au-Prince, elles essaient de voir où est-ce qu'ils vont mettre des shelters traditionnels. Alors, le premier élément, c'est qu'elles sont toutes confrontées au fait ou beaucoup sont confrontés à des grosses difficultés de trouver du foncier disponible. Parce qu'on est sur une logique dans laquelle d'abord les gens disent on ne te donnera ton petit shelter, ton shelter traditionnel, que si tu es capable de prouver que tu es propriétaire du terrain. Dans plein d'endroits, pas possible, il n'y avait pas de propriétaire, où ils étaient à Miami et ils ne se rappelaient même plus exactement c'était quoi la définition parce que ce n'était pas cadastré. Par contre, les gens qui ont commencé à dire on va pouvoir identifier si vous étiez bien là en interrogeant 3 ou 4 voisins, 5 ou 6 voisins, la mairie, etc., qui dira ok, cette personne, ça fait 10 ans qu'elle habite là, ça ne lui appartient pas, on s'en fout, on lui donne de quoi faire son shelter traditionnel, et ça marche. Et puis le troisième élément qui complexifie, c'est qu'on est avec nos approches en disant oui, il y a des zones à risque, il y a des zones dans lesquelles donc on voudrait interdire aux gens de construire.